Ladies and gentlemen, dear friends, welcome at the French Institute for this first literary discussion of the 8th edition of the Beyond Words Festival, which started on Friday with a screening of Nina Menke's documentary Brainwashed, followed by a Q&A with Nina Menke herself. Yesterday we had the immense honor to host Leslie Caron for a screening of Gigi on the occasion of the 150th anniversary of Colette's birth. And there are plenty of other wonderful events, talks, screenings, and concerts as the festival will carry on during the whole week. So please do check our program and take a copy home. Tonight we are very pleased to host Laurent Mauvignier and Lauren Elkin for a discussion entitled The Birthday Party, with readings by Félicité Dujeu. Laurent Mauvignier was born in Tours in 1967. After gaining a degree in fine art from the École des Beaux-Arts in 1991, he published his first novel, Loin d'eux, Far from Them, in 1999. He has since written numerous novels, including In the Crowd, The Wound, and Continuer, Carrying On, all published by Éditions de Minuit. His work was acknowledged with no less than 11 literary prizes, including the Prix Vepler and the Prix Amerigo Vespucci. He is also a playwright and has written scripts for TV and film. And The Birthday Party was translated into English by Daniel Levin-Becker, longlisted for the International Booker Prize 2023, and it is his first book with Fitzcarraldo Éditions. Lauren Elkin is a Franco-American writer and translator, and the author of, most recently, of number 9192, Notes on a Parisian Commute, published by Les Fugitives, and Flâneuses, Women Walk the City by Chatto and Witness, which was a Radio 4 Book of the Week. She has recently translated Les Inséparables, a novel by Simone de Beauvoir, and her next book, Art Monsters, on Beauty and Excess, is forthcoming in July at Chatto. Félicité Dujeu has worked extensively as an actress in both France and England. Known for a recurring part in the BBC Walking the Dead, her career has ranged from playing Catherine in Henry V at the National Theatre to acting in films such as Casino Royale and Munich. And Félicité also wrote and produced her first play, Spacked, at the Pleasance Theatre in 2018. I shall thank Julia Hartley as our translator, since Laurent will speak in French, and Vincent and Florence Gombaud for their generous and renewed support to the festival. And I shall thank also our partners, South Kensington Bookshop and the French bookshop La Page, which are located in our entrance hall, where Laurent Mauvignier will be happy to sign some copies of his book after this talk. Please welcome them. Oh, thank you everyone for coming out tonight. Nice live mic. Everybody good? You can hear me? Hi, this is so great. I'm so pleased to be here. When this book turned up on my doorstep, thank you, Claire, I was like, what have I said yes to? It's monumental, but it turned out to be exactly the kind of book that I love to read, the kind where you just sink down into it and can't, be away from it and just want to read it all the time. It's the kind of book that made me a reader and a writer, and so I'm very grateful to you for writing it and to be asked to be here tonight. So I thought we might begin with a brief, if you don't mind, presentation of the book, and for people who aren't familiar with it, what's this one about? Au départ, c'est un livre qui n'était pas destiné à en être un. Au départ, c'était un scénario. J'avais réalisé un court-métrage quelques mois avant, et je voulais en faire un deuxième, mais je voulais faire quelque chose
qui soit que des mouvements et presque sans parole en fait. Et je me suis demandé quel type d'histoire pouvait donner ça. Et il m'a semblé que quelque chose lié à une prise de tâche comme ça dans une maison avec des gens qui passent d'un endroit à l'autre pouvait être un bon sujet de travail. Et puis au fur et à mesure que j'écrivais ce scénario, à chaque fois je me demandais, tiens, ça ferait quoi comme roman ? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme roman à partir de quelque chose d'aussi conventionnel, d'aussi banal pour le cinéma, parce que c'est vraiment un genre très, très classique. Et je me demandais comment on pouvait, par la littérature, faire un objet de littérature avec ça, ce serait quoi en fait ? Voilà, le livre est né comme ça. Et il y avait des idées de films qui étaient... Parce que vraiment au départ c'était vraiment un projet de film, donc il y avait un film notamment qui est le film d'Elia Kazan qui s'appelle Les Visiteurs, qui est son avant-dernier film, qui a été très présent dans la construction du récit. Voilà. Is this on? Yeah. So to begin with, this was not actually meant to be a book. It started as a screenplay. I had just written a short film, and I was really interested in writing a screenplay that was action-based, not dialogue-based. But then the more I worked on it, the more I started thinking, what might this be like as a novel? How would it be written? How would it work as a novel? It became a novel, but as I kept working on it as a novel, I kept actually having film as a reference, in particular Elia Kazan's film, The Visitors. And I kept thinking, how do I make the hostage film, which is, you know, such a worn genre, a worn trope, different, interesting? What can I do with that premise? I think that's so interesting that it started its life as a film, because that's something I kept thinking as I was reading, that it felt very cinematic, and I sometimes as a writer have been envious of filmmakers, because I think they can do with such economy what in writing you can be kind of laborious and awkward to come out with. But you have this amazing kind of blend of like propulsive, what's going to happen, oh my God, what's happening next, that you might have in a film thriller, but you give it all of the psychological depth of a novel. So you were kind of, at the same time as we're driven forward by the narrative, we're also, there's like a kind of corresponding tension or slowness, like someone's driving really fast and trying to slam on the brakes at the same time as we follow the kind of, I don't know, the clauses within clauses of the characters' interior minds. C'est un roman qui a un mélange, un équilibre entre le suspense, le fait qu'on tourne les pages, qu'on se demande qu'est-ce qui va se passer ensuite, et en même temps, il y a comme un ralentissement, parce qu'on a besoin de savoir qui sont les personnages, qu'est-ce qui se passe. Donc comment avez-vous géré ce mélange entre ces deux mouvements ? En fait, je me posais plusieurs questions, mais la première des questions que je me disais, quand on regarde quelque chose ou qu'on lit quelque chose qui est censé nous faire peur ou nous susciter un petit peu d'effroi, on sait très bien que cette peur qu'on a là ne correspond pas à la peur qu'on pourrait éprouver dans la réalité si on vivait la même situation. Alors je me disais, mais justement, à quel endroit se joue cette différence où dans la réalité notre peau est vraiment en danger ? Alors je me disais, ça tient à plein de petites choses, par exemple la durée, ça tient au fait que dans la vie, il n'y a pas de musique dramatique quand il nous arrive un truc dramatique en fait, où il n'y a pas de montage, de coupe, ou des choses comme ça. Donc je me suis dit, tiens, peut-être qu'on peut essayer de tirer les choses déjà un peu de ce côté-là pour faire travailler la durée pour essayer de rendre compte de ce que c'est qu'attendre, de ce que c'est d'être dans l'attente, quoi, par exemple. As I was writing, a thing I kept asking myself is, when you're writing a thriller, when you're in that space, you're not genuinely scared, you're not afraid like you would be in real life. So I was asking myself, where is that difference between that not being genuinely afraid and the actual experience of fear? What is the difference between a literary or film rendition of a thriller and the actual experience? I said to myself, the temporality is different,
Also in real life you don't have techniques like using music, using film editing. So it's a lot to do with waiting. It's a different temporality, and that's what I wanted to explore. Il y avait aussi une question, je me suis imposé un petit truc au départ, en fait, qui a été de me dire, comme j'avais un scénario, je reprenais scène à scène, et je me suis dit, je me fixe, je ne sais plus combien c'était, genre 12 pages par chapitre, ne me demandez pas pourquoi 12, ça aurait pu être 8 ou 10 ou 4 ou 15, bon, 12, je me suis dit, et je m'y tiens. Et je m'y tiens sur tout le livre. Donc parfois, évidemment, quand il se passe beaucoup de choses, 12 pages, ça peut aller vite, mais parfois, quand vous avez juste un personnage qui entre, qui va s'asseoir et qui se relève, 12 pages, c'est long. Et dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est évidemment du coup accompagner, vraiment travailler vraiment la description, le mouvement, etc. Mais aussi, ça oblige à aller chercher la vie intérieure du personnage, pourquoi il est là, ce qu'il attend, ce qu'il espère, etc. quoi. Donc ça oblige un petit peu à aller chercher plus loin, quoi. Another aspect of how I worked temporality in this novel was my starting point was the script, so I was translating the same number of scenes as the script, but I said to myself, I want every chapter to be just 12 pages. Now, don't ask me why 12 pages, could have been 8, could have been 15. But the point was that sometimes a chapter, when you have a lot of events, 12 pages, that doesn't feel like enough. Everything goes really quickly. Other times in a chapter, all that's happening is someone walking into a room, and that's it. So then how do you make that 12 pages? And you find yourself really digging into who are they and what are their motivations. I'm fascinated by that. So that's a real constraint that made it to this level of the text. Every chapter is 12 pages long. I can't believe I didn't notice that. Oui, c'est ça. That's astonishing. Because I was interested in the fact that your translator into English is a member of the Oulipo. So for Daniel Evan Becker to be interested in the book, I was like, what? Is there something else going on here that I'm missing? And maybe that's one of. Are there any other constraints that you were thinking about? Est-ce que vous êtes posé d'autres limites en écrivant? Des contraintes dans le sens oulipien? Non. Non, au contraire, après, cette limite-là, elle était déjà très suffisante parce que elle m'obligeait elle m'a vraiment obligé à creuser dans le livre. Et je crois que c'est la première fois où j'ai un livre. J'avais pas le problème du scénario puisqu'il était déjà écrit, mais je découvrais pourquoi en fait j'écrivais ce livre au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'avais l'impression au début de commencer par une espèce de roman social, rural et tout ça avec le personnage de Bergogne. Et puis après, en creusant, je me suis dit non, en fait c'est un livre sur la violence faite aux femmes. Il y a un truc sur le rapport des femmes, le travail, la vie, etc. Et puis à la vraiment toute fin du livre, sur vraiment la dernière page, je me dis non, c'est encore autre chose et c'est un sujet peut-être plus intime, plus personnel. Mais à chaque fois, quelque chose se déplaçait dans ce qui motivait le livre en fait. I didn't really have any other constraints. What I'd say is I had a blueprint, a screenplay that I was adapting into a book, and I really discovered what the book was about as I was writing it. When I started adapting the screenplay into a novel, I thought, okay, this is a social commentary, it's about life in the countryside. Then the more I wrote, I thought, no, this is a book about violence against women. And then when I got to the end, I thought, no, maybe it's about something else, something more intimate, perhaps. Maybe this is a good place to ask Félicité to read a bit of the book so we can all sort of be on the same level with it. Autrefois, elle venait pour les vacances dans une vieille maison très chic, au bord de la rivière. Et tout le monde la regardait comme une grande dame, vaguement aristocrate et surtout vaguement folle. Une artiste parisienne exubérante et barrée. En se demandant bien ce qu'elle venait chercher comme repos, ici,
à la Bassée, réapparaissant même de plus en plus souvent, restant chaque fois de plus en plus longtemps, jusqu'à ce qu'un jour, elle débarque, définitivement, cette fois sans mari dans ses bagages. Ce qu'elle avait fait de son banquier de mari, on ne le saurait pas. Venue s'installer avec une partie de son argent à lui, ça, c'était sûr. Même si personne ne savait pourquoi elle avait décidé de s'enterrer dans un bled pareil, alors qu'elle aurait pu s'installer au soleil, au bord de la mer, dans des pays plus accueillants, plus doux, moins quelconques. Non, ça, personne ne le saurait. Se le demandant longtemps parce que, même s'ils aiment leur région, les gens ne sont pas cons au point de ne pas voir combien elle est banale et quelconque quand elle est comme ici, plate et pluvieuse, avec 0 touriste pour venir se frotter à l'ennui qui se dégage de ces sentiers, de ces rues, de ces murs détrempés. Et sinon, pourquoi auraient-ils tous rêvé un jour ou l'autre d'en foutre le camp? Elle avait dit que c'était ici et pas ailleurs qu'elle voulait vivre, vieillir, mourir. Que les autres se gardent le soleil et la Toscane, la Méditerranée et Miami, merci bien. Elle, folle jusqu'au bout, avait préféré s'installer à la Bassée et n'avait même pas voulu acheter ni visiter aucune des 3 belles maisons du centre-ville, qui avaient pourtant l'air de Castelet, plutôt pas mal imité, façon grand style, tourelles, poutres apparentes, colombages et pigeonniers, dépendance, mais non. Elle avait préféré vivre au milieu de nulle part, répétant que pour elle, rien n'était mieux que ce nulle part. Vous vous rendez compte? Au milieu de nulle part, dans la Cambrousse, un endroit dont personne ne parle jamais et où il n'y a rien à voir, rien à faire, mais qu'elle aimait, disait-elle, à tel point qu'elle avait fini par quitter sa vie d'avant. La vie parisienne et les galeries de peinture, et toute la frénésie, l'hystérie, l'argent et les fêtes qu'on fantasmait autour de sa vie, pour venir se mettre à travailler vraiment, racontait-elle, se colter enfin avec son art dans un endroit où on lui foutrait la paix. Elle était peintre. Et que ce vieux Bergogne père, qui lui vendait des œufs, du lait, qui tuait le cochon et le vidait jusqu'à la dernière goutte de sang dans sa cour, qui passait sa vie les pieds dans des bottes en caoutchouc pleines de merde et du sang des animaux, crotté de terre en été et debout les 11 mois qui restaient de l'année, que lui, qui possédait le hameau, soit devenu son ami, ça avait surpris. Et aussi bizarre que ça paraissait à ceux qui voulaient y voir une histoire de fesses pour la rendre seulement envisageable et compréhensible, non. Ça n'avait jamais eu lieu. Ni lui ni elle n'avaient manifesté la moindre attirance pour l'autre, pas la moindre ambiguïté, amoureuse ou érotique. Jusqu'à ce qu'un jour, il lui vende l'une des maisons du hameau, faisant d'elle sa voisine, alimentant de nouveau les rumeurs et les supputations. She used to come to spend holidays here in a very elegant old house on the riverbank, and everyone looked at her like a grande dame, vaguely aristocratic, but above all, vaguely mad. A Parisian artist, exuberant and batty, wondering just what kind of peace she expected to find here in La Bassée, reappearing as she did more and more often, staying longer and longer each time, until one day she showed up for good, this time without a husband in tow. What she'd done with her banker husband was anyone's guess. Come to settle down with some of his money, no doubt.
Even if nobody knew why she decided to bury herself in a dump like this, when she could have settled someplace in the sun, at the seaside, in regions that were more hospitable, milder, less ordinary. No. On this point, nobody could say. They just kept wondering. Because even if they're fond of their region, people aren't stupid enough to not see how banal and ordinary it is here. How flat and rainy, with zero tourists to combat the boredom wafting from its trails, its streets, its waterlogged trails. And if not, why would they all have dreamt at one point or another of getting the fuck out? She'd said it was here and nowhere else that she wanted to live and age and die. Let the others keep the Tuscan sun, the Mediterranean and Miami, thank you very much. She, crazy to her core, had chosen to settle in La Bassée and hadn't even wanted to buy or visit any of the 3 handsome houses in the center of town, which looked like surprisingly decent 4-manor houses in the grand style with turrets, exposed beams, timber frames and dovecotes, outbuildings. No. She had wanted to live in the middle of nowhere, saying repeatedly that for her, nothing was better than this nowhere. Can you imagine? In the middle of nowhere, in the sticks. A place no one ever talks about and where there's nothing to see or to do, but which she loved, she said, to the point that she finally left her old life behind. The Parisian life, the art world and all the frenzy. The hysteria, the money and the parties they imagined around her life. To come and do some real work, she claimed. To grapple at last with her art in a place where she'd be left the hell alone. She was a painter. And the fact that old Burgoyne, the father, who sold her eggs and milk, who killed the fatted pig and bled it to its last drop in the courtyard, who spent his life in rubber boots covered in shit and animal blood, caked with soil in the summer and with mud the other 11 months of the year, that he, who owned the hamlet, should become her friend. This surprised people. And bizarre as it seemed to those who wanted to suspect an affair, if only to make the whole thing imaginable and comprehensible, no. It had never happened. Neither had ever shown the slightest attraction to the other, not the slightest amorous or erotic ambiguity, until one day he sold her one of the houses in the hamlet, making her his neighbor, further fueling the rumors and speculations. Thank you, Félicité. Thank you for bringing the prose to life. I love that this is, I don't know who chose the extract. Did you choose for her to read that bit? Or was it Matthias? Matthias, excellent choice, wherever Matthias is. I love Christine. She's such an amazing character, this painter woman, baddie painter, who's gone to the, the fin fond de n'importe où to make her work. And that extract also really lays out in a beautiful way the kind of like textures and lived everyday violence, I think, of this place in France. Is there a particular place that you had in mind as an aside? Est-ce qu'il y avait un lieu qui était une inspiration pour où se passe l'histoire? Oui, je me suis. Mais bon, la Bassée, c'est un lieu dont je me sers dès le premier livre en fait. Et
qui revient de temps en temps, dont j'essaie de m'évader, de m'échapper aussi. J'essaie de faire des livres qui se passent totalement ailleurs, mais comme à chaque fois, de toute façon, je m'aperçois que tous les livres n'échappent jamais à l'espace mental qui est le nôtre. De toute façon, toute tentative d'évasion est un peu vaine. Bon, c'est pas grave. Et dans ce livre-là, ouais, je suis vraiment arrêté. Alors c'est venu assez vite sur des lieux que je connaissais vraiment très bien. La maison, là, c'est un petit peu la maison de ma sœur qui du coup n'a pas pu lire le livre tellement ça l'a angoissé. Donc je repérais assez bien, même si c'est un petit peu, j'ai reconstruit, j'ai travaillé à partir de 2 ou 3 lieux différents pour construire celui-là, quoi. Mais c'est vrai que j'avais quand même une appréhension très concrète de l'espace. Yes, La Bassée is a place that, despite myself, somehow keeps coming back in all of my books. I've tried to escape it so many times, but it's always there. And this is the book, I think, where I really dug into that sense of space. And yeah, the descriptions, the locations are based on very specific spaces. So for instance, the house where the story takes place is actually based on my sister's house. So now she can't read the novel because she's terrified. So yeah, it's a very real sense of place that I'm familiar with. So again, to pinpoint a couple of the basic things that happen in this book without giving too much away for people who haven't read the book. Basically, there's these 3 houses all together, the 3 lone girls. And there is a birthday party. It's like the worst birthday party in the history of birthday parties. It's Marion's 40th birthday. And these men come. It's okay to say they take them hostages. Yeah, I'll leave it there. I won't go any further than that. But yeah, so I'll let you translate that bit there. Donc sans vouloir révéler trop pour les gens qui n'ont pas encore lu le livre, il y a 3 maisons principales où se déroule l'histoire. Et l'histoire a lieu lors de l'anniversaire des 40 ans du personnage de Marion. Et des hommes arrivent et prennent les personnages en otage. And so I think it's really the character of Christine that gives you this kind of third party, like it breaks the dialectic between like the hostages and the people, who live around Marion. And she offers us this other kind of window onto all of the thematics. I mean, masculinity and violence and art making and narrative building. And I think one of the most interesting moments, and here I'm coming to an actual question, is when the one of the 3 hostage-taking brothers has been babysitting, or keeping Christine hostage in her house. And she's fascinated by him, and she's staring at him, and she's, at one point she thinks she'd actually like to make his portrait. So I wonder if you want to say a little bit about the role that Christine plays in the book, and how we can understand that moment where she wants to paint this man's portrait who's taken her hostage within these sort of narratives around violence and trauma and hostage-taking. Oui, donc c'est le personnage de Christine comme perspective sur les frères qui viennent prendre les gens en otage, et aussi Christine comme personnage qui permet au lecteur d'aborder tous ces thèmes, que ce soit la violence ou l'art ou la création du récit. Au départ, Christine, elle avait une fonction bien précise en fait dans le récit, qui était de... Je me méfiais un petit peu politiquement de l'idée de faire venir 3 étrangers qui seraient forcément des dangers pour la communauté. J'avais envie de montrer aussi une étrangère, mais qui essaie d'intégrer cette communauté, et où là, c'est plutôt la communauté qui aurait tendance à la rejeter, elle. En fait, ça, c'était le premier point. C'était très important pour moi. First reason for me to bring the character of Christine into the story was I was very conscious for political reasons that I did not want a narrative where you have 3 strangers, 3 outsiders coming in to harm the local community. So I wanted a character who was also a stranger and outsider, but who wants to integrate that community, be part of it, even though she's actually being rejected by it. So that was the primary reason for having Christine. Parce que c'était après, il y avait cette idée aussi j'aimais bien l'idée qu'elle apporte
un petit peu d'exubérance, mais dans le côté... elle casse quelque chose de la mécanique un petit peu de ce village et de la campagne comme ça. Et après, ça c'est aussi des images que j'avais vues de gens comme ça. Il y a toujours des figures un petit peu comme ça d'originaux dans certains endroits très conformistes. Et évidemment, c'est toujours assez fascinant. Donc j'avais très envie de travailler sur ça. Et après, c'est un personnage qui, par la peinture, finalement, a pris de plus en plus de place dans le livre, en fait. The second aspect for me was I love the idea of this really eccentric character who comes in and disrupts the village life, the village routines. Because I think we have these people in real life, right? These eccentrics, these outsiders that come into these communities that have nothing to do with them. And then thirdly, through the fact that she was a painter, that then became a really important aspect of the story. Et après, il y avait l'idée, plus je travaillais sur le rapport à la peinture, ça correspondait après à des questions que moi je me posais sur l'écriture au fond. Et par exemple sur le rapport à la superposition des couches dans la peinture, les repentirs, ce qu'on appelle les repentirs, c'est-à-dire quand on voit par superposition les premiers essais au-dessous de la toile. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'aime faire dans les livres, parfois de laisser un petit peu des couches de travail un petit peu superposées et qu'on peut apercevoir malgré tout. Ça se fait aussi dans l'écriture, et donc il y avait quelque chose pour moi qui était un petit peu une sorte de parallèle avec ça. Through the fact that she was a painter, I was actually meditating on the writing process itself. I'm fascinated in painting by the addition of layers, and this feature called in French repentir, where you can glimpse through the layers previous sketches or images of part of that painting and how it shows through. And I think writing can do that as well. Je ne sais pas si j'avais Dorian Gray d'ailleurs dans la tête. Maybe I was thinking a picture of Dorian Gray. Non, mais il y avait quelque chose lié à la durée aussi, lié à la matérialité et à la question du corps, puisque évidemment, ce qui se passe dans le livre, elle parle d'un tableau qu'elle fait d'une femme rouge, et le rouge dans le livre va avoir beaucoup d'importance, y compris pour ce qui lui arrive à elle en fait. Donc il y avait comme ça quelque chose avec l'idée de recouvrement et de transparence en fait. Bon. I also think it connects to temporality and physicality. She's working on a painting called The Red Woman, and the color red will later become very important to the story. So I was working on all these different aspects. Yeah, I was reminded of that when you were speaking just now about how you saw yourself kind of tunneling into the different characters. You set yourself, a certain number of pages per chapter, and then you kind of, tu creuser, tu disais. And with the painting of the Red Woman, I was fascinated by the passage where you write about the way that the painting is almost escaping her, that, she does it in a couple of different ways and tries out different things, and she's trying to get a dress right, and eventually I think she's not wearing a dress at all. This kind of, I was reminded of the kind of work of the writer as a kind of attempt at sort of writing and rewriting and getting closer and closer, or maybe not getting closer, maybe getting further apart, maybe you can't do the dress, maybe the dress escapes you completely. Dans le processus où Christine travaille son tableau de la femme en rouge, elle n'arrête pas de le changer. À un moment, elle doit avoir une robe, puis ça ne marche pas. Ça me fait penser à l'écriture qui est réécriture, changement continu, pour arriver au but. Et des fois, non, des fois, ça nous échappe. C'est sûr. Oui, il y avait cette idée, en fait, souvent, par exemple, j'essaie d'écrire une scène. Comme je me dis que je ne vais pas y arriver parce que, évidemment, l'écriture ne peut pas se substituer au réel et ça ne sera jamais si puissant que le réel. Donc j'essaie de contourner, je fais des tours, je tourne autour du pot, je m'approche.
j'arrête, puis je recommence, et ça se fait vraiment par accumulation. Et puis parfois, effectivement, des fois, c'est tout le contraire. Au contraire, on reste de loin, on fait plutôt du hors-champ ou des choses comme ça. Et c'est vrai que là, il y avait quelque chose de très symétrique, en fait, avec la peinture, avec cette impression de toujours devoir revenir et peut-être j'avais le texte de Balzac, le chef-d'œuvre inconnu, cette idée de revenir toujours sur la même chose comme ça. Peut-être il y a un moment où on touche l'endroit qui serait parfait, et puis qui en fait on va finir par soi-même le gâcher parce qu'on va continuer en fait. Et c'est trouver toujours les marges comme ça pas de progression, mais où on va pouvoir être au plus près d'une forme, en fait. Pour moi, c'est ça qui, à chaque fois, la question, c'est la question de trouver une forme qui touche vraiment une expressivité la plus pleine possible, mais souvent en passant par des creux et en détourant la figure, en fait. Voilà. I think what you said is exactly right. That is my writing process. Often I find myself intimidated by the fact the writing will never be the same thing as reality. How do you make it close to reality? And I end up beating about the bush, kind of differing before I go into the subject I'm trying to write about. Other times I think you can't write about it actually. It has to be on the margins. It has to be alluded to indirectly. I think perhaps a reference point here is Balzac's novel Le Chef-d'œuvre inconnu, the unknown masterpiece. And the other problem is sometimes if you keep trying, you ruin it. So you also have to know how to stop. I think what matters to me the most is to try and find the form which is the most expressive. And that is the goal I work towards. It really does read like a masterclass in writing fiction, you know? It's almost like the thriller is like a red herring and it's actually a book about art. But that, you know, is probably just my restricted reading. But I want, if we could, to come back to this question of Christine wanting to paint the man who is holding her hostage. I wonder if there's a way to get from there to asking you, why did you want to write about violence? Why did you want to stare down this particular narrative and paint it? Like, what is it about this story that felt like it had to come out of you? Ma lecture du roman, c'est que c'est un roman qui se présente comme un thriller, mais en fait, ça pose des questions sur la création du récit, sur l'art. Mais il faut quand même que je vous demande comment avez-vous choisi quand même ce thème très violent, d'écrire sur un sujet qui nous met face à face avec la violence. Je veux dire, comme Christine qui fixe ce mec-là, Beg. C'est difficile de répondre à cette question parce que pourquoi écrire la violence? Pourquoi écrire la violence ça, je sais pas en fait pourquoi écrire la violence. Je sais pas, c'est une question qui est là dès mes premiers livres et autour de laquelle j'ai toujours tourné. Je pense que je crois que si je le savais, j'aurais plus besoin d'écrire. Je sais pas en fait. Alors, honnêtement, je sais pas. Simplement, j'ai l'impression que pour moi, il y a quelque chose peut-être qui m'interroge personnellement dans le rapport, comment j'ai pu rencontrer la violence dans ma vie, ça c'est sûr, comment j'ai pu y être confronté, et parfois très frontalement, mais je crois qu'il y a quelque chose à travers ça qui pour moi est totalement un mystère. Pas une fascination d'ailleurs, mais plutôt une sorte de mystère sur la question du dédoublement. Comment quelqu'un peut être double, comment quelqu'un peut... Voilà, j'ai l'impression de tourner autour de choses dont je ne sais pas de quoi elles sont faites, mais j'ai l'impression que quelque chose dans le moteur de l'écriture en est proche. Et donc j'ai besoin d'aller voir, mais je ne sais pas. That's a question I don't really have an answer to.
I think violence has been there as a theme since early on, since my first books too. Why do I keep coming back to it? Perhaps there's something there that I haven't answered yet, and that's why I keep writing about it. But I think perhaps fundamentally there is something about violence which touches on the doubling of a personality, of someone having two faces, two sides. Perhaps there's a parallel there with the act of writing, and that's why I keep coming back to it. I was really struck by the depiction of masculinity in the book. You have all of these different male figures experiencing their bodies in the world and the demands that are made on them, or the way that they've been socialized and have difficulty navigating that. There's a whole kind of panoply of characters like that. And I wondered, how do you see this novel kind of coming in on the question of like violence in society? I mean, I was telling you before that I write a bit on feminicide, on femicide. I think a woman is killed in France every 3 days by someone she knows. Like, where are you taking a kind of Zola-esque, like, violence is in the blood and we can't escape it? Or is there, what's a way out? Where's free will in this book? Sorry, it's another big question. Quelle est votre exploration de la masculinité dans ce roman? Est-ce qu'il y a un côté où il est inévitable, à la Zola, que la masculinité soit liée à la violence, ou est-ce qu'il y a un moyen d'échapper à ces comportements? Et j'ai pensé aussi au féminicide en France, qu'une femme est tuée tous les 3 jours. Ouais. Dans le métro à Paris, il y a quelques années, il y avait ce qu'on appelait les frotteurs, les gens dans le métro, il y avait une publicité où on voyait des ours, des loups, à la place des hommes en fait. Et ça m'énervait en fait, moi personnellement, ça m'énervait beaucoup cette publicité, parce que cette idée qui était de dire qu'on avait affaire à des gens qui au fond n'étaient pas des humains. D'abord, je vois pas ce que ces pauvres bestioles, ces pauvres animaux, on les chargeait d'une agressivité qui n'était pas la leur mais qui était la nôtre. Et en fait, moi ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est de se dire que non, les gens dont on parle, ces hommes dont on parle, c'est nos frères, c'est nos amis, c'est nos cousins, c'est nous, c'est tout le monde, quoi. Et donc en fait, c'est cette banalité-là qui est intéressante. Et c'est pas une espèce d'animalité qui serait comme ça, d'un seul coup, mythologique ou celle du conte au sens extraordinaire ou je ne sais quoi. Non, c'est quelque chose de plus ordinaire que ça. Donc ça, moi, ça m'intéresse. Et puis c'est vrai que ces dernières années, évidemment, on parle beaucoup des féminicides à juste titre. Et c'est vrai que moi, en tant qu'homme, mais pas seulement, je crois. Je pense que je suis toujours un petit peu... pour moi, il y a un angle mort avec la violence de ces hommes qui souvent eux-mêmes ont subi des violences quand ils étaient enfants, des choses comme ça. Et moi, c'est vrai que la question de cette violence-là, j'aimerais aussi qu'on la regarde, aussi par ceux qui la donnent, qui la vivent, cette violence, moi je la trouve, il faut la questionner plus directement. Et ça, il y a quelque chose. Moi, j'allais dire, il y a une sorte de contrepoint qui me manque en fait. Dans les discours qu'on entend, qui sont très bien et qui sont très, je les conteste pas, mais par contre, il me manque parfois un petit peu un contre-champ. C'est pas, une fois encore, c'est pas ni pour justifier ni quoi que ce soit la violence, mais pour essayer de comprendre de quoi elle est faite. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. I remember a few years back, there were all these cases of men groping women on the underground of a metro. And so there was this publicity campaign against it, portraying all the men as wild animals, as wolves or bears. And that really annoyed me. I mean, first of all, I don't think wild animals have done anything to deserve to have these men projected onto their behavior. But also because
that pretends that the men who do these things are somehow other to us, so they're not human, but they're animal. And actually, violence against women is so much more ordinary and common. It's something perpetrated by our brothers, by our friends. And that's something that really needs to be addressed. And further to that, I think an aspect that's often left undiscussed is how men who perpetrate violence were often victims of violence. Now, I don't say that to justify their behavior. Of course, we should reject it and criticize it, but I think there's something missing from the conversation, and we need to dig deeper there. Well, yeah, completely. As I was saying to you before, I think, you know, we talk a lot about feminism and women and all of those things, and I don't think that there's enough coming from the male side, you know, thinking about masculinity and the way that it's constructed and the way that violence is kind of baked into it and transmitted, you know, violence begets violence. I think that that's something that's really missing. I agree with you, it's missing from the conversation, but that your book goes some way towards addressing that angle mort, as you said. Oui, c'est juste, on parle souvent dans le féminisme de la perspective des femmes, et ce qui manque, c'est la perspective des hommes et le fait de comprendre comment la violence leur est transmise et partagée. Ouais, moi c'est quelque chose qui me que je trouve très important, et je me dis que la littérature, pour le coup, peut peut-être se poser cette question-là parce que elle est capable de s'intéresser à partir d'un personnage ou d'un exemple quelconque. Elle est capable d'essayer de comprendre des mécanismes et d'essayer comment dire, de déplier un petit peu d'où vient cette violence, de comment elle se construit, de comment... Parce que le but, c'est pas de dire comme Zola, effectivement, que la violence est là et que c'est comme ça et que ça sera comme ça jusqu'à la nuit des temps, mais peut-être qu'en essayant de la comprendre et de la déplier pour essayer d'en saisir un peu le mécanisme social, parce que je pense d'abord que c'est quand même une question culturelle et sociale, d'où ça remonte, d'où ça vient. Je pense que la littérature peut, comme ça, prendre le temps de déplier les choses pour essayer de les déconstruire et d'avoir un regard dessus. Parce que moi, ce qui m'embête dans tout ça, ce que je trouve très problématique, c'est que si vous demandez aux uns et aux autres, les gens, évidemment, ils disent tous, a priori, qu'ils sont contre la peine de mort. Mais moi, la question que je pose à ce moment-là, c'est, d'accord, mais de ces assassins-là, on fait quoi ? Qu'est-ce qui se passe après, quoi ? Ils vont faire leur peine de prison, et après, on fait quoi ? On fait quoi de cette violence ? On fait quoi de ceux par qui elle passe, en fait ? Et moi, je pense que là, la littérature a vraiment un regard, je dirais pas un rôle à jouer, parce que ça serait bien prétentieux, la littérature aujourd'hui elle fait ce qu'elle peut, mais en tout cas, elle a je pense, quelque chose à apporter dans une façon d'un peu décrypter ce rapport à la violence, d'essayer de comprendre les mécanismes qui... Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, je voyais des choses, par exemple, dans des familles, des trucs, oui, on peut dire c'est du Zola ou quelque chose de très misérable ou misérabiliste, mais j'ai vu que sur des enfants qui eux-mêmes qui se faisaient battre à coups de ceinturon ou qui se faisaient violer, je vous assure que ceux-là, aujourd'hui, sont des gens violents. Et moi, voilà, je me dis comment la littérature peut essayer de déconstruire ça, de regarder ça. Je trouve qu'il nous manque aujourd'hui ce regard sur ça. Parce que j'ai l'impression que on n'arrivera pas à avancer sans ça, quoi. Yes, I think literature has a lot to bring here. Now, I'm not going to be arrogant and say literature is going to fix all our problems. Literature does what it can. But it allows us, through the lens of a character, to take the time to really unpick what the patterns at play are and to deconstruct what's going on there. I do not think, like Zola, that violence is inherent, inevitable, with us forever. I think that actually by taking apart these mechanisms, we can perhaps understand them better, and then that might offer a way out.
Do we have time for questions? Do we want to open this up? I don't know if anyone wants to jump in. Don't be shy, but also don't worry, I can ask other things. Yeah. Do we have a roving mic, or should I send mine? There's a mic. Okay. I don't usually do this, but I was just curious about your 12-page chapters. How did you decide what was in a chapter? How did you decide that in one chapter someone was just coming into a room? Quand vous vous êtes posé la limite d'un nombre limité de pages pour chaque chapitre, comment avez-vous décidé ce qui se passe dans chaque chapitre à ce moment-là? Comment savoir qu'il y a un chapitre où il n'y a rien qui se passe, qu'il y a juste une personne qui entre et c'est tout? Mais en fait, comme le scénario était très découpé, j'avais à peu près, je ne sais plus combien de séquences, mais j'avais déjà vraiment un découpage. Et puis au fur et à mesure que j'avançais avec le problème de marcher par 12 pages, par exemple, comme ça, c'est qu'évidemment, ça crée une vitesse, on va dire, de défilement du récit. Et donc, évidemment, vous êtes après obligé de vous caler sur cette vitesse. Parfois, ça s'accélère, parfois, ça ralentit, mais il y a une vitesse globale du récit, quoi. Donc, vous êtes obligé de varier là-dessus. Et parfois, je voyais bien qu'il fallait que parfois je ralentisse, donc je me retrouvais avec des scènes très courtes qu'il fallait que j'étire. C'est vraiment, pour le coup, comme une peinture, pour le coup, c'est vraiment un problème de composition, quoi. So I had the screenplay to work from, and in the screenplay I'd already worked out what happens in each scene. The sort of cutting of it into different sections was already set. And then what I found once I established this rule for myself was that it really set the pace, and I couldn't escape the pace, I had to follow that pace, and inevitably that meant that in order to follow that pace, some events were sped up and others were slowed down, and so it created this temporality. Thank you. There's this one amazing moment. I think you're pretty present as a kind of overseeing, eye or commentator on the events. But there's this amazing moment at the beginning of one of the chapters, maybe towards the end, where you say, in concrete terms, not much is happening. There's a man, a woman, and a child drinking some juice. And that's just an amazing kind of moment of one of those moments I mentioned before, where you're kind of putting on the brakes and we're stopping and we're considering, and it's like, let's consider this tableau, this painting. Il y a des moments, je suis au début d'un chapitre et c'est vrai, je sais, à chaque fois que je commence un chapitre, je ne sais pas comment je vais faire. Alors je suis là, je me dis, à ce moment-là, il ne se passe rien, en fait. Il ne se passe rien, donc je dis qu'il ne se passe rien. Puis moi, j'ai pris le parti, parce que, vous savez, c'est souvent quelque chose... on part toujours du principe que les écrivains sont là pour savoir, en fait. Et alors, ils savent, ils nous disent les choses comme ça. Et très souvent, j'ai pu faire l'expérience que ne pas savoir est aussi intéressant et peut aussi produire quelque chose artistiquement qui vaut le coup d'être mis en forme, et parfois de se dire qu'on n'y arrive pas, parce que le plus souvent quand même on n'y arrive pas. C'est intéressant de le prendre de donner au récit la possibilité de le prendre en compte et en charge, et de se dire allons, accompagnons les personnages, mais on ne sait pas où ils vont, quoi. Yes, I think moments like that, I'm just really expressing what I'm thinking. At that moment as a writer, as I start writing the chapter, we have an expectation as readers that writers are omniscient and have planned everything and know the reason for everything. And sometimes we don't. We're following the characters, but we don't know where they're going. And I think it can be good to just acknowledge that. Other questions? No. Yeah. Sorry? Je voulais savoir comment tu décidais de passer du roman au théâtre. C'est un peu banal, pardon, comme question. Je me suis toujours demandé, je crois que tu publies une pièce à la rentrée en France. Et je voulais savoir qu'est-ce qui t'avait... est-ce que tu avais besoin de te reposer entre deux romans? Est-ce que c'était le contraire? Qu'est-ce qui motivait l'écriture de théâtre quand on est romancier?
Question on how to choose between theatre and writing novels, since I know you work on both. En fait, c'est vrai qu'au départ, j'aurais pu croire que c'était reposant, mais en fait, c'est pas du tout reposant, parce que c'est super dur, en fait, le théâtre. Je trouve ça vraiment... Et quand j'ai commencé le théâtre, c'était un peu... j'ai l'impression qu'en fait, quand un romancier s'occupe du théâtre, c'est qu'il a un compte à régler avec le roman, en fait. Et mon compte à régler, je pense que c'était... Comme les premiers romans étaient toujours des monologues et des phrases comme ça, très circulaires, et quand tu peux fabriquer du non-dit ou des choses comme ça, il y a un moment tu te dis, au théâtre, les corps sont là, la parole est là, et donc tu as quelque chose de plus frontal, d'incarnation, et comment tu te débrouilles avec ça. Et donc c'était une façon de mettre un romancier vraiment dans la merde, en fait. Et le théâtre, spontanément, j'y arrive pas, donc ça me résiste beaucoup plus. Et puis il y a cette question des corps et de la question vraiment de l'incarnation qui me plaît aussi beaucoup, quoi. Et puis il y a un truc qu'on peut faire au théâtre qu'on ne peut pas faire au roman, c'est tout un travail de chevauchement des voix, de simultanéité. Au roman, le roman, on est quand même condamné à une sorte de linéarité, à un autre espace. Et ça, voilà, de ce point de vue-là, c'est aussi un nouvel espace de jeu qui me plaît. I think when a novelist writes a play, they have beef with novels. There's something they're trying to work out there. And so for me, it was because in my novels, there's a lot of things that go unsaid. And I was wondering, how would that work on the stage, where you have the physicality, the presence of the actors? And I also really enjoy the fact that in theatre you can actually have a lot of voices superimposing themselves, whereas novels are quite linear, one person is speaking at a time, so that was something really interesting for me to explore. Other questions? Perhaps if you're shy, you can speak to Laurent, I think downstairs. He'll be signing some books, yes, you can talk to him one-on-one. I cannot recommend this book highly enough, genuinely. It's a big one, but it's worth it. So absolutely, please do check it out. Thank you, Julia, for excellent translating. I can't believe you kept all of that in your head. It was really like long paragraphs, so bravo, chapeau. Thank you. And thank you, Felicity. Thank you, Laurent. Thank you. Thank you.